Bonjour à tous, excusez-moi pour le petit retard. J'étais en train de vous envoyer donc un email avec la liste des derniers enregistrements. Alors j'ai pas les tout premiers, mais j'ai à partir de quand ça devient un peu compliqué, donc c'est pas, je pense pas que ce soit gênant. Et puis je vous ai envoyé aussi dans cet email, je viens vraiment juste de vous l'envoyer, hein, donc ça va peut-être prendre quelques minutes avant de partir. Et je vous ai envoyé également la liste des tableaux blancs de tous les tableaux blancs qu'on a jusqu'à présent. Donc, donc n'hésitez pas à vous en servir pour réviser, pour revoir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Euh, la liste des tableaux blancs, bah, elle va continuer à évoluer. Alors, je vous enverrai une version plus complète plus tard, au fur et à mesure qu'on complète le cours. Alors, je vais revenir là où on en était. Les pages, c'est là. Donc, on avait commencé à parler de la thèse de Church-Turing. Euh, alors, je vais reprendre un nouveau tableau. Je pense que c'est plus clair quand je fais comme ça. Et Monsieur, oui, est-ce que, allez-y. avant de commencer le cours, est-ce que, Oui. on a la possibilité d'aller récupérer nos copies de LLA? Alors, comme normalement, je vous l'ai mis dans l'email, mais si j'ai oublié de le mettre, c'est possible. Oui, vous avez normalement la possibilité de récupérer. Alors, vous allez récupérer vos copies sans aucune marque dessus. C'est-à-dire que euh, euh, moi, c'est pour ça que je vous ai envoyé le détail du décompte des points. D'accord? Donc, vous pouvez voir là où vous avez perdu des points ou là où vous avez eu tous les points. Vous pouvez retrouver votre copie pour voir vos réponses et puis les questions. Et s'il y a, oui, je suppose que ce que vous voudriez, c'est les solutions en fait. Il faudrait que je vous envoie les solutions en fait. Non, c'est pas tellement ça. C'est en fait la dernière fois quand on a, après avoir reçu votre mail avec le détail, etc., on est allé à l'accueil pour voir si on pouvait récupérer nos Oui. copies. Et ils nous ont dit qu'en fait, il n'y avait pas eu une confirmation de votre part sur le fait qu'on pouvait avoir nos copies physiques. Ah, Et donc, voilà, c'est juste plutôt c'est ah plutôt oui, ça, quoi. ah oui, bah, je vais leur dire. Mais c'est vrai que si. euh, je peux voir si je peux produire une solution parce que je suis en train de réaliser, c'est pas forcément évident de voir que vous avez perdu des points et où est-ce que vous avez perdu des points et quel était. Donc, euh, je vais envoyer un mot euh, à Baptiste pour lui dire que vous voulez récupérer les copies sans problème. Si vous avez des problèmes pour récupérer les copies, parce que parfois ils peuvent pas vous les laisser, il faut qu'ils les gardent ou je sais pas quoi. Moi, j'ai la copie, hein. J'ai la copie de vos copies, donc vous pouvez me demander et je vous envoie le scan de copie sans problème. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez des difficultés, mais je vais lui envoyer un mot pour lui dire. Je note ça pour pas oublier. Et puis je vais essayer aussi de produire parce que je me rends compte que bon, vous pourrez déduire en fonction des points de voir où est-ce que vous avez eu faux potentiellement. Mais c'est pas forcément évident de voir que sur un QCM ou une question à choix multiple, vous avez entouré une mauvaise réponse et vous avez oublié d'entourer une bonne réponse. Donc j'ai un début de solution. Je vais essayer de vous le transmettre. Mais sinon, en attendant, si vous avez des questions, vous voyez, ben là sur cette question, j'étais sûr d'avoir bon. Je comprends pas où j'ai perdu des points. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous explique. Voilà. Et est-ce qu'on aura la liste des coefficients des différents contrôles et des projets? Euh, je croyais l'avoir mis. Alors attendez, je vais vérifier. C'est une bonne question. Je croyais l'avoir mis dans le syllabus. Euh, je regarde dans documents.
À la racine, il y a le syllabus. Et normalement, alors vous avez donc dans le syllabus qui est sur le document, la page 4, je crois, 2, 3, 4, vous avez une capture d'écran du. Alors c'est tout. Je sais pas pourquoi dans Camilo il y a plein de trucs qui ont disparu dans le. Donc je vous ai pas mis directement accès au. Vous n'avez pas accès à ça dans Camilo, mais vous avez dans le syllabus cette pondération avec les différents travaux. Donc sur un total de 100, par exemple, les devoirs, le premier c'est 5,5, 6,5, 8. Vous avez ces chiffres-là qui sont là. L'interrogation c'est 12. Euh, et l'examen final, j'ai pas la main dessus en fait, c'est 50. Donc c'est forcément la moitié de la note finale, c'est l'examen. Ça, je peux pas changer, c'est imposé. Et donc sur le reste des 50 points, des 50%, ça se distribue, c'est indiqué donc dans le syllabus que vous avez à la racine des documents sur Camilo. La raison pour laquelle les deux premiers sont plus petits, c'est parce qu'en fait, bon, les trois premiers projets en fait sont très liés, donc j'ai mis un peu moins parce que finalement on réutilise beaucoup de code. Euh, donc là, il reste en plus des trois premiers projets, il y a un essai argumentatif que vous allez aussi faire par groupe. En fait, vous allez tout faire par groupe. Et l'essai argumentatif, l'idée, c'est vraiment, vous avez commencé un peu à percevoir cette difficulté-là, là, le dernier cours, quand on parle de machine, de langage, de décideur, de décidabilité, etc., on s'en mêle vite les pinceaux. C'est important de bien comprendre les concepts, de savoir les articuler euh, en français ou en anglais, enfin, peu importe, dans un langage naturel. Donc, il y a vraiment un niveau où ce cours est là pour essayer de consolider des définitions, enfin, de mettre en place des définitions très rigoureuses pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe et les fondements à la fois de l'informatique et des mathématiques. Euh, mais donc ça demande une grande rigueur. Donc cet essai est là pour essayer de tester cette rigueur et de forcer à exposer une pensée très claire. Voilà. Donc je vais y revenir parce que là c'est encore un peu tôt pour parler du papier. Excusez-moi, c'est un peu tôt le matin ici pour nous. Euh, et j'ai du mal à parler ce matin. Et puis il y a un dernier projet qui est vraiment tout à la fin, qui est lié à la partie sur la complexité. Et ça, vous aurez plus de temps pour le faire, comme c'est vraiment, vraiment à la toute fin. Voilà. Et puis, il y a raison que ces deux-là et l'examen final. Euh, Vous me dites hein, si j'ai pas répondu à votre question. Alors, je prends juste une note par rapport aux copies. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas avant qu'on commence. Alors, la thèse de Church-Turing, c'est le sujet de cette deuxième partie du cours qui s'appuie vraiment sur la première partie, hein. Donc, on a beaucoup parlé la dernière fois de décidabilité, de ce que ça veut dire que reconnaître un langage, décider un langage, etc. Et on a vu que finalement, on en était arrivé à la conclusion que, euh, alors, euh, je ne sais plus comment est-ce qu'on a abordé ça, je reviens sur mon. euh, Mais c'est ça, on a abordé un petit peu l'aspect historique et cette idée que si un langage n'est pas décidable, eh bien ce qui est compliqué, c'est que comme on a on a un problème qui est à la négative, d'accord?
Il est à la négative parce que ça veut dire que pour prouver que c'est pas décidé, il faut prouver qu'il n'existe pas de machine telle que cette machine décide, elle. Et si on veut prouver quelque chose comme ça, on est obligé d'avoir une définition formelle, rigoureuse, de la notion de machine ou d'algorithme. D'accord? Donc, comme je disais, hein, les algorithmes, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on utilise depuis des siècles, mais c'est seulement depuis le milieu du XXe siècle qu'on a une définition rigoureuse de la notion d'algorithme, une définition mathématique, si vous voulez. Et cette définition, elle est incarnée par ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing, qui consiste à dire que finalement, la notion de machine de Turing, enfin la notion intuitive d'algorithme correspond à la machine de Turing. Et que c'est en fait la même chose. En tout cas, qu'elle peut être modélisée, hop, pas ça que je vais faire, peut être modélisée par la machine de Turing. Alors, euh, en fait, la thèse de Church-Turing n'est pas tout de suite une thèse, d'accord? Je change de page là. Je suis sur la nouvelle page. Euh, c'est pas tout de suite une thèse. La dernière fois, on a vu qu'il y avait donc plusieurs modèles qui sont arrivés à peu près en même temps pour essayer de définir cette notion d'algorithme. On a le lambda calcul, le lambda calcul qui arrive en premier, et, euh, et, et, et Church, qui a inventé le lambda calcul, euh, émet cette conjecture que le lambda calcul correspond à euh, je vois des personnes qui interagissent avec la page 8. Je vais m'assurer que tout le monde est bien sur la page 9, la page sur laquelle je suis. Je suis sur une nouvelle page, hein. Correspond à la notion d'algorithme, de calcul, dans le sens le plus large. Et pour lui, au début, ça commence par être simplement une conjecture, c'est-à-dire on suppose que, d'accord? On n'est pas tout à fait sûr. Mais ce qui commence par être simplement une conjecture devient rapidement de plus en plus une certitude. Et de la notion de conjecture, on est passé à la notion de thèse. Et pourquoi ça devient de plus en plus une certitude? Parce que, comme j'ai expliqué à la fois, on a d'un côté le lambda calcul, d'un autre côté la machine de Turing. Excusez-moi, monsieur, la Excusez-moi, page s'est monsieur. fermée de mon côté. Ah, donc vous voyez pas, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est que au début, c'est écrivé, maintenant, c'est écrit en blanc. D'accord. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le tableau et je vais le rouvrir. Vous allez me dire si vous voyez bien. Mais n'hésitez pas effectivement à me dire. Je mets le chat en évidence ici pour que je puisse voir vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, je le verrai. Et puis je repartage le tableau blanc. Vous allez me dire si vous voyez bien. Là, on voit deux carrés avec un cercle. C'est ça. Deux carrés avec un cercle, c'est très bien. Donc si vous voyez ça, c'est bon. Et puis je vais aussi m'assurer que je vois aussi comme ça. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Ben, c'est exactement ce qu'il y a. Deux carrés avec un cercle. Donc ce que j'expliquais, c'est que de son côté, Church a mis au point le lambda calcul. Euh, alors on ne l'a pas vu ensemble parce qu'on n'a pas le temps de voir ça. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très intéressant à étudier. Euh, euh, du point de vue mathématique et du point de vue informatique. Du point de vue mathématique, parce que c'est un petit peu une espèce de généralisation sur le concept de fonction.
et du point de vue informatique, parce que c'est à l'origine de tous les langages qu'on appelle les langages de programmation fonctionnels, comme Haskell, Clojure, Lisp, F Sharp, etc. Euh, un peu plus tard, Turing vient avec sa notion. Il dit, ben, finalement, un algorithme, c'est une machine de Turing. Euh, et, et puis, un peu plus tard, on a... enfin, un peu plus tard, non, en fait, plus tôt, entre les deux, on a eu Gödel et Klein qui viennent avec la notion de fonction récursive ou mue récursive, en disant bah, ça correspond, si on ajoute ce qu'il faut à la notion de fonction, ça correspond à la notion d'algorithme. Euh, et donc, euh, et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces trois, alors, on peut pas prouver, d'accord, que chacun de ces modèles est complètement équivalent à la notion intuitive d'algorithme. Mais on peut prouver que chacun de ces modèles est équivalent. Ok. Chacun de ces modèles est équivalent entre eux. Ils sont tous les trois équivalents. Alors, cette équivalence fait que on est arrivé à la conclusion qu'il y a bien quelque chose qui est plus que de l'ordre de la conjecture, qu'on a appelé la thèse de Church-Turing, d'après un papier qu'ils ont coécrit, je crois en 1936, justement, peu après l'invention du concept de machine de Turing. Euh, et, et donc, pourquoi une thèse? Parce que c'est beaucoup plus qu'une conjecture. Une conjecture en mathématiques, c'est on pense que c'est vrai, mais on n'a pas encore la preuve. D'accord? Une preuve, c'est vrai et on a la preuve, un théorème. D'accord? Vous avez la conjecture en mathématiques et vous avez de l'autre côté le théorème. D'accord? Mais ici, on est entre les deux, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas prouvable, donc on n'aura jamais un théorème. On peut pas prouver quelque chose qui est d'accord? Vous pouvez pas. C'est comme essayer de prouver euh, que le chiffre 5 correspond à la notion intuitive de 5 que vous avez. On ne peut pas prouver ça, d'accord? C'est ce que d'un côté, on a quelque chose qui est de l'ordre du mathématique et de l'autre côté, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuitif. Et donc, on peut pas prouver ça. On peut prouver que des choses qui sont tous de l'ordre, on peut prouver que des choses qui mettent en lien des objets mathématiques. Donc là, les trois sont des objets mathématiques. Donc on peut prouver ça. D'accord? Donc ça a été prouvé, ça a été prouvé, et ça a été prouvé, puisque les trois carrés ici sont des objets mathématiques. Mais le cercle au milieu n'en est pas un. Mais néanmoins, les trois disent la même chose. Et les trois sont équivalents. Donc on est quelque chose qui est beaucoup plus que de l'ordre d'une conjecture, on est de l'ordre d'une certitude en fait. D'une certitude non prouvable. D'accord? Donc vous pouvez pas aller plus loin en termes de certitude avant d'avoir quelque chose qui est prouvable, quoi. Donc c'est de l'ordre d'une certitude non prouvable, on pourrait dire, d'accord? Euh, et certitude non prouvable, on peut dire, bah, c'est équivalent au concept de thèse, d'accord? Le mot thèse est presque un peu faible, d'accord? Euh, puisqu'on est plus que dans l'idée d'une thèse. Mais c'est plus fort que conjecture, déjà. Donc c'est ça l'idée de thèse de Churchill, c'est de dire, bon voilà, on estime que le concept d'algorithme correspond. Alors la dernière fois, correspond à la machine de Turing. Alors, généralement, on l'associe à la machine de Turing. On aurait pu associer à l'un des trois, d'accord? Mais généralement, on l'associe à la machine de Turing parce que les trois, en fait, auteurs, alors ici, j'ai oublié de mettre le nom, euh, c'est Klein et
Gödel. Les trois auteurs, en fait, enfin les quatre, en fait, enfin les trois autres, Klein, Gödel et Church, se sont tous mis d'accord quand même pour dire que la notion de machine de Turing, elle avait, comment dire, elle décrivait d'un point de vue un peu plus fondamental vraiment le concept d'opération basique, algorithmique, qui revient vraiment à la lecture et l'écriture d'un symbole. D'accord? Euh, c'est voilà, dans n'importe quelle preuve mathématique, dans n'importe quel processus informatique, on a toujours ça. D'accord? Une preuve mathématique, ça va toujours être lecture, écriture de symboles. Euh, un certain symbole va amener un autre symbole, va amener un certain mouvement à droite ou à gauche d'une certaine manière quand vous faites une démonstration mathématique. Et quand vous, et puis, quand vous, euh, si vous regardez ce qui se passe au niveau d'un CPU dans un ordinateur qui opère un certain process, bah, c'est la même chose. On a lecture, écriture, mouvement à droite, à gauche dans les adresses de mémoire. D'accord? Donc, il y a quelque chose de fondamental. Donc, on s'accorde à dire que généralement, c'est la machine Turing qui va être l'exemple phare, mais, enfin, qui va être le modèle phare. D'accord? C'est trois modèles. D'accord? On peut appeler ça trois modèles de calcul. Alors, il y en a d'autres, hein. Je dirais que c'est les trois principaux. C'est les trois principaux. Mais le modèle phare, ça va être la machine de Turing. OK. Alors, certains disent que la thèse, en fait, dit que les trois modèles sont équivalents. Enfin, que les différents modèles sont tous équivalents. C'est pas vraiment ça, hein. C'est pas tout à fait ça. La thèse, elle dit que chacun de ces modèles est équivalent à la notion intuitive. Elle englobe complètement la notion intuitive d'algorithme. Euh, et il se trouve qu'ils sont équivalents, ce qui vient renforcer cette idée-là. Mais c'est pas l'équivalence elle-même, la thèse. C'est pas l'équivalence elle-même. L'équivalence, elle est prouvée, elle est réelle et elle appuie la thèse. Elle appuie la thèse. Mais la thèse, c'est de dire que ce qui correspond à la notion intuitive d'algorithme, c'est la machine de Turing. Ok. Euh, alors, comme on a dit la dernière fois, c'est pas probable, mais on peut fournir un certain nombre d'évidences, pas de preuves justement, mais de euh, evidence, euh, d'arguments qui vont dans ce sens-là. D'accord? Et on a vu que quand on dit euh, thèse de, pardon, pas thèse de Church-Turing, mais la thèse justement, c'est que, comme on vient de le dire, la notion d'algorithme est équivalente à la machine de Turing. On a vu la dernière fois que dans un sens, donc une équivalence, hein, ça va toujours aller dans les deux sens. Dans un sens, c'est plus facile que dans l'autre. Euh, En fait, le sens qui est plus facile, c'est celui-ci. Celui-ci, euh, il est facile à montrer. Celui-ci, il est plus compliqué. Pourquoi il est facile à montrer? On a vu la dernière fois que, effectivement, si on veut montrer que toute machine de Turing, tout ce qui peut être calculé par une machine de Turing peut être calculé au sens intuitif, on peut facilement dire, bah oui, effectivement, une machine de Turing, c'est un algorithme, ça suit comment dire, une certaine procédure, et on peut voir qu'une machine enfin, que tout ce qui peut être implémenté comme une machine de Turing correspond à notre notion intuitive d'algorithme. On peut demander à un être humain de prendre papier, crayon et de simplement suivre les instructions bêtement, sans même comprendre ce qui se passe, et on arrivera à une décision.
D'accord? Donc on a bien une implication dans ce sens-là. Dans l'autre sens, l'implication que tout algorithme correspond à une machine, à un équivalent, enfin, tout algorithme peut être traduit en machine de Turing. Ça, c'est beaucoup, ça, c'est beaucoup moins, ça, c'est beaucoup moins évident. Pourquoi? Parce que, ben, comme je disais, ça fait 2500 ans ou plus qu'on fait des algorithmes, au moins depuis Euclide. Il y en a beaucoup. Euh, et il y en a, en fait, il y en a beaucoup, il y en a une infinité. Et donc, montrer que la machine de Turing, comme j'ai dit à la fois, c'est l'alpha et l'oméga de l'algorithme et du calcul, c'est pas évident. Parce qu'on peut toujours se dire, et si on avait oublié quelque chose? D'accord? Et si on avait oublié quelque chose? Après tout, après tout, on a commencé donc avec les langages réguliers, et on a vu qu'il y avait des choses en dehors des langages réguliers. Ensuite, on a étendu. euh, alors, je devrais parler en termes d'expression régulière plutôt, de DFA. On a vu que les DFA reconnaissaient une certaine classe de langage. Et ensuite, on a vu on devait étendre au PDA avec un système de mémoire supplémentaire. Et on a vu que même les PDA eux-mêmes avaient des choses qui étaient au-delà. Et donc, on a dû étendre au LBA, qui sont en fait des machines de Turing avec une mémoire finie. Et les LBA elles-mêmes, on a dû les étendre. Donc, euh, parce que on sait, alors on n'a pas vu d'exemple ensemble parce que c'est un peu compliqué, mais il existe des problèmes qui sont, qui peuvent pas être résolus avec une bande finie, donc on a besoin d'une bande infinie. D'accord? Et là, on a les machines de Turing. Et donc, il est légitime de poser la question, est-ce qu'il existe des choses ici qui sont calculables? D'accord? Alors, je ne parle pas de choses qui ne sont pas calculables, parce que ça ne m'intéresse pas. La notion d'algorithme efficace, c'est pour calculer des choses, hein, c'est pour pouvoir obtenir des réponses. Mais est-ce qu'il existe des choses qu'on pourrait, des algorithmes efficaces qui pourraient fonctionner et qui ne pourraient pas être traduits en termes de machine de Turing? C'est une question légitime, étant donné qu'à chaque fois, on en a trouvé. À chaque fois, on a trouvé des langages qui sont en dehors. D'accord? Euh, alors, comment prouver que la machine de Turing... Alors, bon, il y a cet argument qui consiste à dire qu'on a ici trois modèles équivalents qui disent la même chose. Mais ce n'est pas forcément un argument définitif pour dire bah, ces trois modèles-là, il n'y a rien qui existe en dehors. On pourrait toujours se dire mais il peut exister un problème qu'on peut résoudre, mais qui ne peut pas être résolu par une machine de Turing. Euh, alors, un argument qui est très très fort consiste à dire que la machine de Turing, et c'est le vrai pour ces autres modèles-là, est est déjà plus puissante qu'il ne faut, puisqu'elle englobe en elle-même des problèmes qui sont eux-mêmes non décidables. Donc, ce serait un argument, c'est-à-dire de dire qu'en fait, on a dans ce cercle-là un cercle plus petit de problèmes décidables. Décidables. Langage décidable. Alors pourquoi ce serait un argument? Parce que ça voudrait dire on a déjà, en fait, on a déjà un problème euh, pour décider les problèmes qui sont reconnaissables par des machines de Turing. Alors évidemment, face à ces machines-là, on a à chaque fois un langage qui correspond. D'accord? Euh, alors pour ça, il faut qu'on voit la notion de limite et qu'on voit, OK, qu'est-ce qui est dans le domaine du décidable et qui ne l'est pas. C'est un des points cruciaux, en fait, un point crucial de ce cours, et de la thèse de Church-Turing.
c'est de regarder la limite en termes du décidable et du non décidable. D'accord? Parce que, et donc on a commencé à voir ça la dernière fois, parce que un problème peut vraiment être résolu si il existe une machine de Turing qui peut le décider. Et donc déjà, avant de commencer de se dire quelle est quels sont les problèmes qui potentiellement peuvent être en dehors des machines de Turing, il faut commencer à se poser la question de quelle est la relation entre le décidable et le non décidable. Qu'est-ce qui peut être décidable par une machine de Turing, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, pour résoudre cette question-là, euh, parce que là, j'ai dessiné un schéma où on suppose déjà que on a tout plein de classes de langages qui sont décidables. Euh, pour résoudre ce problème, il faut déjà se poser la question de euh, quels sont les problèmes, quels sont les problèmes qui sont décidables et est-ce qu'il existe potentiellement un problème qui n'est pas décidable? Quand j'ai posé la question la dernière fois, qu'est-ce que ça voudrait dire que un langage qui n'est pas décidable? Je ne sais plus, il y en a l'une d'entre vous qui a dit, bah, ça n'a pas de sens, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune machine de Turing qui peut décider ce langage-là. D'accord? Et effectivement, dans un sens, ça n'a pas de sens. Mais dans un autre, peut-être que ça en a. Donc, je vais passer de côté un petit peu l'idée de la thèse de Church-Turing et on va revenir, une fois qu'on aura vu cette notion de décidabilité et qu'on aura vu que la machine de Turing, elle englobe déjà tout ce qui est décidable et plus encore, et plus encore, il me semble que ça donnera un très bon argument dans le sens de, dans le sens de, dans ce sens-là, dans le sens de la notion de tout algorithme peut effectivement être, être comment dire, être modélisé sous forme d'une machine de Turing. Mais pour ça, il faut qu'on voit les limites. D'accord? Donc, on va passer à la limite et regarder. Donc, on va faire un petit peu un va-et-vient entre les deux topics, parce que là, on parle euh, de la thèse de Church-Turing et ça inclut donc dans le premier topic de cette deuxième partie, on parle de ce qui est calculable et décidable. On va arriver aux limites et des limites, on va pouvoir revenir à cette notion de qu'est-ce que ça veut dire pour l'équivalence de la thèse de Church-Turing. Alors, euh, si je reviens à ma notion de hiérarchie, on a donc par construction, effectivement, par construction, on sait que on a effectivement euh, les DFA qui sont forcément inclus dans les PDA. C'est pas la couleur que j'avais choisie tout à l'heure. Essayez de rester cohérent. Qui sont forcément inclus donc dans les PDA, qui sont eux-mêmes forcément inclus dans les LBA. Pourquoi je dis par construction? Parce que en fait, on a pris un DFA, on lui a ajouté euh, quelque chose, on n'a rien enlevé au DFA, on n'a rien enlevé, on a juste ajouté le stack. On a pris le stack ensuite et on l'a transformé en tableau, quelque chose de beaucoup plus expressif de tableau, en liste bornée. Et donc beaucoup plus expressif qu'un stack, qu'une pile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a fait, on a pris la liste bornée et on l'a transformée en liste non bornée. Donc par construction, euh, on sait que on a cette imbrication, forcément. Et cette imbrication, elle correspond, de fait, à une imbrication des langages. D'accord? Donc, en face, on a euh, ce qu'on appelle Turing Recognizable Languages. Et eux-mêmes imbriqués dans Context Sensitive Languages, enfin, qui inclut les Context Sensitive Languages, qui eux-mêmes incluent
context-free languages, et qui eux-mêmes incluent les regular languages. Ok. Et donc, ici, on a une relation de respective de reconnaître. Recognize. Euh, donc, on a forcément cette inclusion-là, d'accord? Les Turing Recognizable Languages, au passage, parfois, vous verrez l'expression langage récursivement énumérable. On verra plus tard pourquoi est-ce qu'on appelle ça aussi comme ça. Alors, maintenant, on a cette imbrication-là, mais on ne sait pas exactement. On a vu la dernière fois ce qu'on appelle décidable, non décidable, d'accord? La notion de décidabilité, elle est fortement liée, d'accord? Une machine de Turing peut être simplement, peut être décidable, peut être un décideur, peut être un decider or not, right? Donc on a vu que c'était lié à la notion de machine de Turing, mais on n'a pas fait le lien avec les classes de langage. Parce que maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui là-dedans est decidable? Et ça va être notre grande question pour la suite de ce cours, enfin pour la fin de cette session, puis ça va déborder sur la prochaine, j'en suis sûr, parce que c'est vraiment une question très importante, d'une manière générale, en informatique et en mathématiques. Encore une fois, hein, c'est vraiment le cours qui relie les deux, d'accord? C'est cette question fondamentale qui était posée par donc, deux grandes questions du programme de Hilbert en 1900. C'est du problème de la décision. Est-ce qu'il est possible de toujours décider pour un certain problème, d'arriver à une décision? D'accord? Euh, et donc, on a vu la dernière fois, hein, notre notion de décidabilité, ça veut dire qu'il existe une machine de Turing pour ce langage, il en faut une. D'accord? Décidable, c'est quoi? M is a Turing machine that is a decider. Pour le langage, d'accord? Il y a une machine de Turing qui décide le langage. Qu'est-ce que ça veut dire décider? Ça veut dire que la machine de Turing, pour n'importe quelle chaîne de caractères, celle du langage et hors du langage, arrive à une décision. Elle s'arrête systématiquement. Soit avec accepter quand c'est dans le langage et rejeter quand c'est en dehors du langage. D'accord? Euh, Et c'est lié donc au théorème d'incomplétude, c'est lié à plein de problèmes de mathématiques et d'informatique théorique du XXe siècle. D'accord? Fondamentalement, c'est cette capacité pour un problème à être résolu, toujours avoir une réponse. D'accord? Euh, si c'est, et vous pouvez le penser en termes de logique, hein. Si vous rentrez quelque chose qui est vrai, vous arrivez à la conclusion c'est vrai. Si vous rentrez quelque chose qui est faux, vous arrivez à la conclusion c'est faux. D'accord? Et qu'on pense en termes de mathématiques ou d'informatique, c'est un problème qui est fondamentalement très important. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette question de décidabilité, je pense que ça va, ça va vous apparaître de plus en plus clair. Alors, on a vu la dernière fois, est-ce qu'il existe des langages décidables? Est-ce qu'on peut facilement en trouver? Ben oui, zéro étoile. Alors, je vais prendre la couleur qui correspond, par exemple, au type, d'accord? Zéro étoile, un étoile, d'accord? C'est un langage dans les expressions, c'est un langage régulier, on est d'accord? Langage régulier. Elle est régulier. Est-ce que elle est décidable? Pourquoi? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question juste pour vérifier que.
Même question pour L2 et L3. Context sensitive. Et j'aimerais savoir si ces langages-là, est-ce qu'ils sont décidables? Et pourquoi? Et est-ce qu'on peut en conclure que toutes les classes de langage, réguliers, context-free et context-sensitive, sont tous décidables? C'est-à-dire tous les langages de la même classe sont décidables. Je vous donne 1 minute, 2 minutes pour réfléchir. J'aimerais bien que vous répondiez à la question. Soit bah, mettez dans le chat votre réponse. C'est le mieux. Ok, je vois pas grand-chose là dans le chat. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que la question n'est pas claire? Moi, hein. Vous répondez par oral si vous préférez. Ok? Premier décidable ainsi que le second. Nathan, merci. Est-ce que... Et surtout, pour le troisième, vous savez pas trop, ok? Continuez de répondre les autres si vous voulez. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est si vous dites qu'il est décidable, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas besoin de me donner la preuve, hein. Vous me donnez... c'est facile de voir la preuve dans sa tête une fois qu'on comprend pourquoi. Et essayez de penser
à vos projets, en fait, au programme que vous avez écrit. Ça devrait vous aider. Et si vous préférez, plutôt que d'écrire dans le chat, donner une réponse à l'oral, vous pouvez lever la main. N'hésitez pas. Donc, Jeanne propose que le troisième est décidable. Très bien, ouais, effectivement, c'est le cas. Alors, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi, surtout. Là, les deux m'intéressent, mais. Alors, Nathan dit pour le premier, on peut faire un DFA. Alors, je vais compléter sa réponse, hein. On peut concevoir un DFA qui reconnaît ce langage. Mais qui le. Alors, oui, il faudrait compléter même un peu plus. Je vois ce que vous voulez dire, hein, mais pourquoi est-ce que ça suffit à dire que c'est décidable? Parce qu'un DFA, et vous pouvez le voir en repensant au programme que vous avez écrit, un DFA va toujours. Pourquoi est-ce que ça suffit de dire on peut faire un DFA? Là, vous me dites, il y a un DFA, on va l'appeler euh, M1, et M1 reconnaît L1. OK. Alors pourquoi est-ce que c'est un argument de dire on peut faire un DFA? C'est effectivement les débuts d'une preuve que L1 est décidable, mais faut en dire un peu plus. C'est pas parce que tout DFA reconnaît un langage régulier et que L1 c'est un langage régulier. Oui, mais en quoi ça prouve que c'est décidable? Que L1 est décidable? Parce que c'est la question là. C'est pas parce que un DFA, ça s'arrête toujours. Voilà, un DFA, ça s'arrête toujours. Vous pouvez voir simuler dans votre tête ce que fait un DFA, d'accord? Il fait caractère par caractère, d'accord? Et chaque fois, il passe au suivant. Puis à la fin de la chaîne de caractères, bah, soit on est dans un état acceptant, on accepte, soit on n'est pas, on rejette. D'accord? Ça va? Donc, et la chaîne que vous donnez est toujours finie. La chaîne qu'on rentre dans la petite fenêtre là qui dit entrer votre chaîne de caractères dans votre programme. Cette chaîne-là, elle est finie. Donc, de fait, dans un temps fini, même si la chaîne est très longue, le programme va toujours donner accept ou reject. Donc, c'est décidable. Il y aura toujours une réponse. Est-ce que ça va?
Maintenant, j'ai pas vraiment prouvé que c'était décidable. Pourquoi? C'est quoi la définition de décidable? J'ai intuitivement donné l'idée que c'était décidable, mais ma preuve, elle n'est pas rigoureuse parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a un problème dans ma, on va dire, en termes de rigueur, il y a un problème dans mon raisonnement. C'est quoi? La réponse, c'est oui, c'est décidable. Et on va dire qu'on l'a intuitivement prouvé. Mais il y a quand même un problème dans mon raisonnement. Par rapport à la définition rigoureuse de décidabilité. Quel est-il? Et comment on peut le résoudre facilement? N'hésitez pas à mettre dans le chat hein, aussi, hein, si vous n'osez pas parler publiquement. C'est pas une question très compliquée, mais c'est vraiment bien si vous essayez d'être engagé vous-même. Cette deuxième partie, hein, qui va être beaucoup reflétée dans l'examen final, elle est très différente de la première. C'est pas juste connaître certaines procédures, c'est de savoir articuler tous ces concepts-là. Donc c'est vraiment important. Et j'essaye de vous aider en vous posant les questions à créer les bonnes connexions dans le cerveau. euh, Parce que là, il y a un niveau de rigueur, vous allez voir, on n'est pas du tout sur... Enfin, on s'appuie sur toute la première partie, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de langage et de réflexion. Donc vraiment essayez. Et si vous n'osez pas parler dans le chat en public, vous pouvez mettre dans le chat en message direct à moi pour me donner la réponse. D'accord? Donc faut pas hésiter, il faut que ce soit... Je pense qu'il y aurait vraiment à gagner, que ce soit un peu plus interactif et dynamique. Donc vraiment, n'hésitez pas à bombarder de messages dans le chat, à lever la main euh, ou simplement prendre la parole. Donc on a dit M1, on a un DFA qui reconnaît ce langage L1. On sait qu'un DFA s'arrête toujours, donc c'est décidable. OK, très bien. Mais moi je dis il y a un petit problème dans notre raisonnement parce que la définition de décidable, un langage est décidable si et seulement si il existe une... Machine de Turing. Voilà. Or, M1 est une machine de Turing. Or, M1 est... Un DFA, non? Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas vraiment une machine de Turing. Donc, comment on pourrait résoudre ce petit... Il manque pas grand-chose, hein, parce qu'en fait, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on a un DFA... Oui, mais on euh, sait qu'un DFA, enfin, dans votre schéma, voilà, la machine de Turing, c'est entre guillemets la plus puissante, donc va forcément contenir le DFA, entre guillemets. Enfin, un ouais, DFA est forcément une machine de Turing, un truc comme ça. oui, on peut dire un DFA est une forme de restreinte de machine de Turing. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on prenne l'habitude que notre modèle, c'est la machine de Turing. Et on va tout définir en termes de machine de Turing. Comment est-ce qu'on pourrait facilement, comment est-ce qu'on pourrait facilement utiliser une machine de Turing, vraiment une machine de Turing, pour prouver ce qu'on vient de dire? Mais c'est Oui, directement... vous Oui, pouvez allez-y. répéter la question, s'il vous plaît. Eh ben, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, un DFA est une machine de Turing avec des restrictions en plus. Donc, forcément, si, il y a forcément une machine de Turing qui est décidable. On ne peut pas parler vraiment de DFA décidable. Donc, on va parler de... En fait, tout est défini maintenant, à partir de maintenant, en termes de machine de Turing. Donc, si on veut dire qu'un langage est décidable, il faut montrer qu'il existe, techniquement et rigoureusement, il faut montrer qu'il existe une machine de Turing. Là, nous, on a montré qu'il existait un DFA. Comment est-ce qu'on peut transformer, comment est-ce qu'on peut transformer ça en montrant qu'il existe une machine de Turing? D'accord, on oublie le fait qu'effectivement, une machine de Turing est plus puissante, donc
On voudrait juste montrer la même chose que L1 est décidable en utilisant une machine de Turing. Et c'est vraiment lié à ce que vous avez fait dans votre projet, hein. C'est très proche. Parce que pensez en termes de Java est un langage qu'on appelle euh, Turing Complete. C'est-à-dire que Java, comme n'importe quel langage de programmation classique, peut faire tout ce que peut faire une machine de Turing et vice-versa. D'accord? Donc, essayer de raisonner en termes de mon programme, finalement, de Java, c'est comme une machine de Turing. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour dire, OK, effectivement, L1 est bien décidable? Dans le domaine des machines de Turing. Alors, dans un sens, vous avez déjà répondu à la question, hein. Je vais juste un cran un peu plus loin. Effectivement, on peut concevoir une machine de Turing qui va faire exactement la même chose que le DFA M1. D'accord? Donc, vous pouvez créer une machine de Turing ici. D'accord? On va l'appeler, je sais pas moi, M1 prime, machine de Turing qui est équivalente à ce DFA-là. D'accord? Euh, et donc, dans ce cas-là, là, vous avez prouvé rigoureusement, puisque cette machine de Turing, vous pouvez montrer qu'elle est décidable, que votre langage L1 est décidable. Et on peut faire la même chose avec L2 et effectivement, comme c'était suggéré par Jehan, la même chose avec L3. On peut montrer que ces trois langages-là, en fait, ici, on a pour L2, on a un PDA qui peut pareil, reconnaître ce langage. Et pour L3, on a même conçu déjà une machine Turing. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait ANBNCN, bon, c'est la même chose hein, que 0N, 1N2N. On a conçu ici une machine de Turing et on peut facilement montrer que cette machine de Turing s'arrête toujours. Je vais essayer de la retrouver. Elle était, je sais plus, elle était là. D'accord, on avait conçu ici une machine de Turing ici qui s'arrête systématiquement. Alors on peut prouver hein, que dans tous les cas on arrive à s'arrêter. Euh, mais on va pas faire l'épreuve à chaque fois. Parfois, ça suffit simplement de voir intuitivement qu'on peut prouver. Maintenant, la deuxième question, donc là où je voulais en venir, quand je vous ai demandé comment est-ce qu'on peut transformer en machine de Turing, je pense que ce sera plus clair quand on réfléchit plutôt à la deuxième question qui est, est-ce que ça veut dire que tous les langages réguliers, si je m'arrête là juste sur le premier, est-ce que ça veut dire que tous les langages réguliers sont décidables? Est-ce qu'on peut en déduire que L est régulier implique décidable? Cohérent. Est-ce qu'on a une implication là? À votre avis, et comment on pourrait le prouver? Et c'est là que votre projet intervient, votre premier programme.
Parce que plutôt que de prendre les langages un par un, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir prendre une classe entière de langages et dire, OK, toute celle-là est décidable. Et hop, c'est réglé. D'accord? Comme ça, on aura déjà en grande partie résolu cette question-là en disant, ben, toute cette classe-là, elle est décidable. C'est réglé. Ça m'intéresse de faire ça. Et c'est une question qui vient assez naturellement quand on commence à se poser le problème de la décidabilité. Alors, Jeanne propose que oui, régulier implique décidable. OK. Je pense que c'est une bonne intuition, à mon avis, tout le monde le voit. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur pourquoi c'est le cas? Comment vous pourriez voir ça? Et notamment en lien avec votre premier programme, si on considère que votre programme Java, c'est comme une machine de Turing. Allez-y, dites-moi. Donc la question c'est, comment est-ce que vous pourriez me prouver que tous les langages réguliers sont décidables? La réponse est oui. Ou donnez-moi l'intuition de ce qui fait qu'ils sont effectivement tous décidables. Et une clé se trouve dans votre programme. Alors, Enzo propose qu'effectivement, dans le premier programme, il y avait des états acceptants, des états qui ne sont pas acceptants, donc forcément le choix est fait. OK. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est le premier programme s'arrête toujours. Parce que c'est ça, hein, décidable, c'est pas très compliqué, hein. C'est simplement de dire qu'on arrive toujours, on ne boucle jamais indéfiniment. On arrive toujours à une décision. Donc, si on dit que votre premier programme, c'est une machine de Turing, vous avez conçu une machine de Turing qui, pour n'importe quel langage régulier, puisque c'est n'importe quel DFA, s'arrête systématiquement. Est-ce que vous pouvez essayer de me reformuler ça? Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est le bloc, c'est notre programme, en considérant que c'est une machine de Turing. D'accord? Il faudrait qu'il y ait une phrase avec notre programme, machine de Turing, décidable, DFA. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Il y a une série de concepts là qu'il faut agencer ensemble. Il y a euh, mon programme, bon, je vais appeler ça dfa.java, machine de Turing, décidable, DFA, chaîne d'entrée. euh, s'arrête. euh, et quoi d'autre? S'arrête, langage régulier. Il y a un peu tous ces concepts-là à mettre ensemble dans une phrase. Donc c'est pas forcément évident, mais il faut les agencer d'une certaine manière. Je vous donne une minute pour réfléchir.
serait pas quelque chose comme... enfin, on a codé sur Java un DFA qui, pour tout langage régulier et pour toute chaîne d'entrée qu'on propose, notre Ouais. DFA va s'arrêter, Oui. ce qui implique que c'est décidable et comme tout DFA est une machine de Turing, bah, ça marche. Ou alors c'est l'implication que tout DFA est une machine de Turing qu'il faut développer un peu. Oui, en fait, vous l'avez prêt, c'est-à-dire, considérons que votre langue, votre programme est une machine de Turing, qui effectivement prend en entrée, Ah oui, va c'est envoyer. pas comme Java est une machine de Turing et que notre programme, euh, enfin notre programme qui prend tous les langages réguliers et qui pour chaque chaîne d'entrée s'arrête à un moment donné, Voilà. et bah du coup c'est Voilà. décidable. Voilà. Votre programme qui lui-même est une machine de Turing va toujours s'arrêter. Et vous pouvez prouver ça. Déjà, vous pouvez le voir dans votre tête. Vous pouvez voir qu'en fait, quel que soit le DFA que vous allez rentrer, d'accord? Vous rentrez forcément un DFA avec une chaîne d'entrée. Quel que soit le DFA que vous rentrez et la chaîne d'entrée, vous savez que votre programme s'arrête. Et ça, vous pourriez le prouver. Vous pouvez le prouver mécaniquement en montrant que dans votre programme, il n'y a pas moyen de rentrer dans une boucle infinie que, quelle que soit la configuration, il va forcément s'arrêter. Maintenant, on considère que votre programme, c'est une machine de Turing qui prend en entrée n'importe quel DFA avec n'importe quelle chaîne d'entrée. Donc, ça veut dire que et s'il s'arrête systématiquement, donc ça veut dire comme un DFA reconnaît toujours un langage régulier, ça veut dire que tous les langages réguliers sont décidables, puisque pour tout langage régulier, il existe une machine de Turing, votre programme Java. Mais c'est à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est pas le DFA en fait qui est le critère pour dire que c'est décidable. C'est votre machine de Turing, votre programme Java. C'est lui le critère. Parce que votre programme, il s'arrête toujours et il prend en fait comment est-ce que votre programme décide tous les langages réguliers? Ben, simplement en disant qu'il peut prendre n'importe quel DFA. Je veux dire, une machine de Turing qui simule un DFA, c'est ça, hein, votre machine de Turing simule un DFA pour reconnaître, pour, euh, pour reconnaître une chaîne de caractères, pour l'accepter ou la rejeter, d'accord? Donc, c'est la même chose qu'un DFA qui accepte ou rejette. Et donc, le DFA, si votre machine de Turing qui simule un DFA pour accepter ou rejeter s'arrête systématiquement, alors on peut dire que le langage qui est reconnu, et là, ce sont tous les langages réguliers puisqu'il prend n'importe quel DFA. Donc, c'est pas juste un langage qui est reconnu, c'est une classe entière de langages en fait qui est reconnue par votre machine de Turing, d'une certaine manière. En fait, on pourrait dire ça, d'accord? Euh, tous ces langages-là sont forcément décidables puisque votre machine, elle s'arrête toujours. Donc, là, votre dernière version est correcte. C'est effectivement ça. Euh, comment est-ce qu'on peut résumer ça en un langage? Votre machine, supposons, parce qu'en fait, votre programme Java, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a vu notre machine de Turing, qu'on l'a déployée, après, je vous ai montré que il est possible, en fait, de développer une version de la machine de Turing qui a un niveau, ce qu'on appelle le niveau implémentation. D'accord? C'est du pseudocode, en fait. D'accord? Ça, c'est plus ou moins équivalent à Java. D'accord? En fait, Java, c'est le niveau implémentation d'une machine de Turing. Mais ce serait très facile, entre guillemets, de transformer n'importe quel programme Java en un programme de machine de Turing. D'ailleurs, c'est ce que fait la Java Virtual Machine, la JVM. JVM. Elle crée une couche entre le langage machine, qui est vraiment ça, à peu de choses près, à ce niveau-là, et Java.
D'accord? En C, c'est un peu différent. C'est un compilateur qui va prendre le langage, qui va prendre le programme et qui va le transformer en langage machine. Mais peu importe si c'est un compilateur ou un interpréteur, dans le cas de Java, c'est un interpréteur, vous avez en fait toujours une couche qui permet de connecter votre niveau, donc votre niveau implémentation au niveau machine. D'accord? Donc votre programme Java, vous pouvez vraiment le comprendre comme une machine de Turing. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et si c'est pas clair, dites-moi, hein, je peux éclairer la chose. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez créé en fait un, un- une machine de Turing qui reconnaît une certaine classe de langage. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée, votre machine de Turing? J'ai 1 minute. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée, votre machine de Turing? Elle prend deux choses en entrée. Votre programme, il prend deux choses en entrée, sortie, il répond euh, accept ou reject. Qu'est-ce qu'il prend comme entrée, votre programme? Deux choses. Il prend des on a chez texte. Donc, c'est ce truc-là. Voilà. Là. Et puis, une chaîne d'entrée dans la boîte de dialogue. Et il répond accept ou reject. Donc, vous avez créé une machine de Turing qui reconnaît un certain langage qu'on va appeler A. L'ensemble, tout R, M, W, oméga, je sais pas si c'est W ou oméga, tel que M est un DFA qui accepte W. Et donc, votre programme reconnaît ADFA, ce langage-là, simplement. Donc, je vais revenir sur ce langage, hein. C'est un langage un peu particulier parce que c'est un langage qui, dans ses chaînes de caractères, contient l'encodage d'une machine, d'un DFA. D'accord? Il reconnaît ce langage-là. Mieux que il aussi décide ce langage. Et parce qu'il le décide, alors on peut en conclure que, parce qu'il le décide, alors on peut en conclure que oui, il y a bien implication. Que tous les, que tous les langages réguliers, que tous les langages réguliers sont bien décidables. Ok, on continue là-dessus la prochaine fois. Je crois qu'on se voit jeudi. C'est Thanksgiving ici, donc c'est un peu particulier. C'est un jour férié, mais je pense que l'heure convient et j'arriverai à être là. S'il y a un problème, je vous tiendrai au courant, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux rester 5 minutes. Et sinon, je vous retrouve mercredi. Jeudi. Jeudi, pas mercredi, jeudi. Monsieur, moi j'avais juste une question Oui, allez-y. sur le schéma que vous avez fait quand vous, vous nous demandiez ce qu'un, ce que les deux éléments que prenait en entrée notre DFA. Vous avez mis une chaîne d'entrée Oui. et le DFA en lui-même, ou parce que vous avez écrit DFA point quelque chose, mais le quelque chose, j'arrive pas à lire à Oh, gauche. TXT, c'est un fichier, non? C'est ça. Pour Ok. Parce qu'en fait, là, votre machine, votre fichier dfa.java, on devrait appeler ça plutôt un DFA emulator, tu vois, un simulateur, quoi. Euh,
quelque chose comme ça. C'est pas le DFA en tant que tel. Votre programme, il prend n'importe quel DFA. Donc, Ok. vous rentrez en fichier texte un DFA, d'accord? Parce qu'il n'est pas encodé en et si en fait, si vous aviez encodé vous auriez directement, si vous aviez encodé votre fichier texte DFA directement dans votre code, en fait, vous auriez juste fait l'équivalent de ça, de résoudre un problème pour un DFA. D'accord? Mais parce que vous avez, et vous auriez, on aurait pu effectivement déduire que ce langage-là, langage L1, est régulier. Mais vous avez fait bien plus que ça parce que vous avez en fait permis de rentrer n'importe quel DFA. C'est que vous avez conçu une est beaucoup plus puissante puisqu'elle permet de reconnaître le langage ADFA et donc de déduire que tout langage régulier est décidable. Ok. Ça va? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Ok, je vous en prie.